Bonjour les amis. Depuis quelques années, j'utilise Linux Mint. Euh, je précise Mint parce qu'il y a plusieurs distributions pour Linux, mais je trouve que la Mint est la plus populaire. Euh, donc voilà, hein, voici mon bureau de Linux Mint. Je suis donc passé à Linux parce que j'en avais marre de la lenteur et la lourdeur de Windows, hein, des mises à jour qui prenaient des plombes, toujours devoir défragmenter le disque si on veut que l'ordi tourne le plus rapidement possible, euh, se taper l'antivirus parce que bon, Windows est souvent attaqué. Mais bon, il n'y a pas de mystère, hein. C'est comme le pompier qui met le feu, hein. Euh, Son créateur, pour ne pas le nommer, ou alors on va dire Microsoft, quoi, ben, crée des virus pour vous vendre les antivirus. Donc sous Linux, vous n'avez pas besoin d'antivirus, vous n'avez pas besoin de défragmenter le disque. Euh, voilà. Et donc, et depuis que j'ai installé cet OS, je me régale. L'ordinateur tourne très bien et voilà, je suis à 100% satisfait, pour pas dire 200%. Mais dernièrement, j'ai lu un article sur YouTube qui parlait de Linux et de ses avantages par rapport à Windows. Euh, cette personne dit que Linux est le plus puissant OS du monde. Voilà. Et ben voilà, hein, je vous invite maintenant à voir la suite sur laquelle j'ai repris la vidéo de cette personne. Je vous mettrai les liens sources de ce que je dis dans cette vidéo en explicatif, hein, à cette vidéo. Ben voilà. À plus tard, je vous laisse regarder ceci. Si vous utilisez un smartphone Android, que vous naviguez sur le web, ou que vous utilisez un supercalculateur, bon, je pense que là, il y en a beaucoup moins d'entre nous qui utilisent un supercalculateur, quoique, eh bien, vous utilisez Linux, les serveurs, les systèmes embarqués, et dans plein d'autres domaines, vous utilisez Linux, même sans le savoir. Pourtant, sur le segment des ordinateurs personnels, des PC, ceux qui sont dans beaucoup de foyers et de ménages français, Linux stagne aux alentours de 4, voire 5% de part de marché. Loin derrière l'écrasante domination de M. Windows et l'élégance verrouillée de M. macOS. Alors aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi Linux, l'OS le plus puissant du monde, n'est pas plus sur nos PC? Allez, c'est parti, voici une petite vidéo explicative. Il y a un mystère assez fascinant dans le monde de la tech. Linux est absolument partout. Il fait tourner la majorité d'Internet, les plus gros supercalculateurs et même les smartphones Android dans nos poches. Et pourtant, sur les ordinateurs de bureau, les PC qu'on utilise tous les jours, il est quasi invisible. Alors on va décortiquer ensemble pourquoi le système d'exploitation qui est sans doute le plus puissant du monde ne s'est jamais vraiment imposé sur nos bureaux. Pour bien comprendre, il suffit de regarder les chiffres. Ce graphique illustre le paradoxe de manière assez brutale. On voit bien que Linux écrase la concurrence sur les serveurs web et les smartphones, avec environ 70% de part de marché à chaque fois. C'est énorme. Mais alors, regardez cette dernière barre. Sur les PC, on peine à atteindre les 4%. L'écart est juste abyssal. L'objectif de cette analyse, c'est donc de comprendre ce grand écart. On va explorer ensemble les raisons qui se cachent derrière ces chiffres, des gros contrats commerciaux jusqu'à la simple perception des gens, pour essayer de résoudre cette petite énigme. Allez, on commence par la raison numéro 1, la plus importante, et ce n'est peut-être pas celle qu'on croit. Le principal obstacle pour Linux, ce n'est pas un problème de performance, ce n'est pas technique, non, c'est quelque chose de bien plus simple, de bien plus terre-à-terre, c'est une question de business. Et voilà le cœur du problème. Quand on va acheter un ordinateur portable ou une tour dans n'importe quel magasin, que ce soit un Dell, un HP, un Lenovo, eh bien Windows est déjà installé dessus. C'est le réglage par défaut. Pourquoi? Parce que Microsoft a des accords en béton armé avec tous les grands constructeurs. Du coup, pour l'immense majorité des gens, la question du système d'exploitation ne se pose même pas. C'est là, point. C'est une barrière presque impossible à franchir.
Et pour celles et ceux qui voudraient quand même faire l'effort de changer, eh bien c'est là que ça se complique. Il faut se lancer dans un petit parcours du combattant technique. D'abord, trouver et télécharger un fichier un peu bizarre qu'on appelle une image ISO. Ensuite, il faut transformer une clé USB en clé de démarrage. Et l'étape finale, la plus intimidante, c'est d'aller fouiller dans les entrailles de la machine le fameux BIOS pour lui dire de démarrer sur la clé. Franchement, pour un utilisateur lambda, c'est juste trop compliqué, ou en tout cas, ça n'en vaut pas la peine. On passe maintenant à un autre facteur, qui est un vrai paradoxe. Ce qui fait la plus grande force de Linux, c'est aussi, d'un point de vue marketing, sa plus grande faiblesse. Et cette chose, c'est le choix. Le truc, c'est que le Linux, ce n'est pas un seul et unique produit comme Windows ou macOS. C'est en fait toute une galaxie de versions différentes, qu'on appelle des distributions. Il y a Ubuntu, Fedora, Mint, Debian, Arch, et la liste est encore très très longue. Chacune a sa propre vision, son propre design, ses propres outils. Pour quelqu'un qui débute, c'est comme entrer dans un immense supermarché pour acheter du café et de se retrouver face à 200 marques différentes. La paralysie par le choix, c'est quasi assuré. Et voilà la conséquence directe de tout ça. D'un côté, on a Windows et macOS. Le message est simple, le marketing est géré par une seule boîte, il y a un visage unique et reconnaissable qui rassure. Et de l'autre, Linux. Des messages qui partent dans tous les sens, un marketing fait par des passionnés, des communautés, il n'y a pas un seul visage. C'est génial pour la liberté et la diversité, mais pour le grand public, c'est juste confus. On aborde maintenant un argument massu, celui qui, bien souvent, met un terme à toute discussion de passer à Linux pour beaucoup de professionnels, de créatifs ou même d'étudiants. C'est le mur de la compatibilité logicielle. Et ce mur, il est bien réel. Des logiciels qui sont des standards absolus dans le monde du travail, comme la suite Adobe, Photoshop, Premiere, Illustrator, ne tournent tout simplement pas sur Linux. Point. Pareil pour Microsoft Office. Oui, il y a des alternatives gratuites et excellentes comme LibreOffice, mais quand on travaille en entreprise, la compatibilité parfaite avec un document Word ou Excel complexe n'est jamais garantie à 100%. Et puis, pour les gamers, c'est aussi un problème. Beaucoup de gros jeux en ligne sont bloqués à cause de leur logiciel anti-triche qui ne fonctionne que sur Windows. Il faut aussi parler du poids de l'histoire, de l'image de marque. La perception de Linux est encore aujourd'hui façonnée par des stéréotypes qui ont la vie dure, même s'ils sont, pour la plupart, complètement dépassés. Ça, c'est l'image que beaucoup de monde a en tête quand on dit Linux. Un écran noir, du texte vert qui défile à toute vitesse, des commandes qu'on virait sorties de la matrice. Cette fameuse ligne de commande, elle a longtemps été le seul moyen de parler à la machine, et cette réputation de truc de hacker, ça lui colle à la peau. Sauf que la réalité d'aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir. Des distributions modernes, comme Linux Mint par exemple, sont aussi simples et intuitives à utiliser que Windows, voire plus. Tout se fait à la souris dans une interface graphique super claire. Le terminal, pour une utilisation de tous les jours, on n'a quasiment plus jamais besoin de l'ouvrir. C'est un mythe, mais un mythe tenace. Par contre, il faut être honnête, il y a un défi technique qui persiste. Même si ça va beaucoup mieux, c'est le support du matériel. Les fabricants, eh bien, ils ne se donnent pas toujours la peine de créer les pilotes, les fameux drivers pour Linux. Les cartes graphiques Nvidia, par exemple, ont longtemps été un casse-tête. Et il peut encore arriver qu'une imprimante ou un scanner un peu exotique refuse tout simplement de fonctionner. Bon, alors après tout ça, on pourrait se dire que la situation est bloquée pour de bon. Mais pas si sûr. Il y a plusieurs tendances assez récentes qui pourraient bien être en train de changer la donne pour Linux sur le bureau. Regardons ces trois facteurs. Le premier, c'est le Steam Deck. Cette console de jeux portable de Valve tourne sous Linux. Et pourtant, elle fait tourner à la perfection des milliers de jeux qui ont été conçus pour Windows. C'est une preuve immense que Linux est devenu une super plateforme de jeu. Deuxièmement, la question de la vie privée. La collecte de données de plus en plus intrusive de Windows 11 pousse pas mal de monde à chercher des alternatives plus respectueuses. Et enfin, le cloud. On utilise de plus en plus nos applications directement dans le navigateur. Dans ce monde-là, le système d'exploitation qu'il a en dessous devient de moins en moins important. Au final, on en revient toujours à cette conclusion. Le problème de Linux, ça n'a jamais été un manque de puissance, de sécurité ou de flexibilité. Son véritable obstacle, il est commercial. Il lui manque une stratégie unifiée, une force de frappe marketing pour se retrouver préinstallé sur les PC en magasin. Et ça nous laisse avec une question bien plus large, presque philosophique. Est-ce que le confort d'un système prêt à l'emploi, qu'on nous impose un peu par défaut, sera toujours plus fort que l'envie de contrôle, de personnalisation et de liberté qu'offre une alternative comme Linux ? La réponse à cette question, c'est sans doute elle qui dessinera le futur de nos ordinateurs. La version Linux Mint 22.3 que j'ai installée sur mon ordi n'est toujours pas officielle. Je vais vous montrer ça. Si je tape Linux Mint, voilà, nous avons bien, vous voyez, la version 22.2. Mais bon, moi je vous montre que je n'ai plus la version bêta
enfin, le cycle bêta dans mon... attendez, je cherche le terminal. Bon, ce que je fais là, hein, vous n'aurez pas à le faire vous-même, hein, ou alors vous verrez, c'est pas compliqué. Donc là, si je fais un CTRL V, perdu, alors je vais faire un clic droit coller, c'est mieux, voilà. Vous voyez, j'ai une version Linux 22.3 Xena qui n'est pas bêta, vous voyez, c'est bien marqué. Hein, voilà. Et donc, je vous assure que chez moi, sur un ordinateur de nouveau, ça tourne très très bien. Pour terminer cette vidéo, la procédure à suivre pour arriver à installer Linux sur votre PC, il faut d'abord rentrer dans le BIOS pour désactiver le boot secure. Et oui, hein, comme il était dit dans la vidéo que je viens de vous passer, Windows a tout verrouillé pour qu'on garde Windows. Mais bon, vous verrez, c'est pas compliqué. Hein. Il faut donc rentrer dans le BIOS, désactiver le boot secure, et là, vous pourrez booter sur une clé USB qui contient Linux Mint 22.3 que je recommande. Hein. Et pour ce faire, ben, contactez-moi. Vous m'adresserez, donc je vous donnerai l'adresse pour que vous m'envoyiez votre clé USB sur laquelle je mettrai l'installation complète de Linux Mint. Voilà, puis vous verrez qu'après vous aurez de beaux jours moins laborieux devant votre ordinateur.